France 24 et La Première présente... Bonjour et bienvenue dans Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité, à la découverte des territoires ultramarins. À la une, cette semaine, les épidémies de choléra à Mayotte et de leptospirose à La Réunion. A tout de suite. Le 18 mars, le premier cas de choléra à Mayotte était importé d'Anjouan aux Comores où sévit une épidémie meurtrière. Depuis, Mayotte compte plusieurs dizaines de contaminations dans un contexte de problèmes d'assainissement de l'eau. Selon le ministre de la Santé, l'épidémie sera contenue grâce au renfort de soignants et aux campagnes massives de vaccination et de prévention. Gervais Nithieu. C'est vers ce centre de dépistage que sont orientées des personnes présentant quelques symptômes. Mon enfant est malade, il vomit, il a de la fièvre, il a de la diarrhée. J'attends l'arrivée des médecins. C'est dans cette commune de Koungou que le premier cas autochtone a été détecté le 26 avril dernier. Depuis, le nombre de malades augmente rapidement. À l'hôpital de Mamoudzou, une unité anti-choléra a été créée. Ici, sont pris en charge des patients dits sévères. Le patient avant, donc lui, c'est effectivement un patient qui est colérique, qui est malheureusement très déshydraté. Donc on est obligé il est limite à partir en réa. Les autorités ne parlent pas encore d'épidémie de choléra, mais à cause des conditions d'hygiène déplorables, la situation sanitaire pourrait s'aggraver à Mayotte. Mais on sait inévitablement que le nombre de cas qu'on connaît aujourd'hui va continuer à augmenter de quelques cas dans les prochains jours. Le gouvernement a annoncé l'ouverture de 20 lits supplémentaires. En attendant, une vaste campagne de vaccination est menée dans plusieurs localités de l'archipel. Objectif, freiner la propagation du choléra. J'ai peur, c'est pour ça que j'ai amené les enfants et moi pour qu'on se protège. Plusieurs dizaines de membres de la réserve sanitaire venus de l'Hexagone sont actuellement à Mayotte. Ils prêtent main forte aux personnels soignants locaux. À La Réunion, plus de 190 malades souffrent de la leptospirose avec 25% de patients en réanimation. Une épidémie d'une ampleur inédite selon les autorités sanitaires. Les rongeurs prolifèrent jusque dans les écoles. À Saint-André, reportage Michel Bertil. Devant l'école maternelle et primaire Dr Martin à Saint-André, les parents sont dubitatifs. L'école de leurs enfants reste ouverte alors que la présence de rats est avérée, comme le montre cette vidéo amateur tournée ce matin. Il y a même des enfants qui ont touché dans les toilettes. Il ne comprend pas pourquoi le maire n'accepte pas la fermeture de l'école. La semaine dernière, c'était l'école José Léger, toujours à Saint-André, qui était infestée et qui restera fermée jusqu'au 21 mai. Il y aura un véritable plan qui sera mis en action pendant les vacances scolaires. 180 cas de leptospirose environ ont été détectés depuis le début de la saison chaude. Un quart des patients se sont retrouvés en réanimation. Une situation qui inquiète au plus haut point l'ARS. On n'a jamais observé ça depuis ces dernières années. On est vraiment sur un énorme pic de leptospirose. Si ça nous préoccupe, ça fait largement plus que nous préoccuper. Les symptômes sont ceux d'une dengue ou d'une grippe. Les professionnels de santé sont en veille, raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à consulter son médecin à la moindre alerte. Ces bactéries, elles peuvent pénétrer en respirant de la poussière ou en étant au contact du sol, de la boue, en jardinant justement, par les muqueuses nasales, par les muqueuses aussi ophtalmiques, elles peuvent pénétrer à travers des muqueuses saines. D'où l'intérêt de mettre des bottes, des gants et des lunettes de protection pour nettoyer le jardin et les lieux fréquentés par les rongeurs. La leptospirose détectée à temps se guérit bien. Si elle se développe, elle peut atteindre des organes vitaux et entraîner la mort. 2 décès sont à déplorer depuis le début de l'année. L'actualité de la semaine, c'est aussi la fête du travail. Le 1er mai, à Nouméa, le défilé a été très politique. L'ouverture des listes électorales, gelées depuis 1998 au profit des Kanaks minoritaires, était au centre de la manifestation organisée par le syndicat indépendantiste USTKE. Le dégel du corps électoral pour les élections provinciales est en cours d'examen par le Parlement. Une manifestation sous le signe également du soutien aux Palestiniens.
Et c'est l'illustration de l'intensification du narcotrafic en France. 2 saisies records de cocaïne, l'une d'1,8 tonne à Saint-Martin le 30 avril sur un hors-bord sans nom ni immatriculation qui venait de s'amarrer à Marigot. Les trafiquants ont pris la fuite. 1,8 tonne également en Guyane au port de Dégradé-Carnes le 25 avril à destination du Havre selon la procureure de Fort-de-France. Le plateau des Guyanes, qui est un des derniers refuges des loutres géantes, elles sont en danger d'extinction. En Guyane, on peut les voir au lac de Petit-Saut. Une mission scientifique les étudie. C'est notre dossier signé Jean-Gilles Lassard. La retenue du barrage de Petit-Saut, 365 km², une mine d'or de biodiversité entre les troncs d'arbres immergés. Marina Siminera est chercheuse. Elle étudie les loutres géantes. Depuis 2 ans, elle sillonne ce cimetière d'arbres à la recherche de ces animaux en voie d'extinction dans le monde. On a disposé une 60aine de pièges photographiques qu'on a laissés pendant 2 ans. On fait un recensement, un catalogue, et on connaît les parents et on peut voir le nombre de jeunes qu'elles font chaque année et les suivre au cours du temps. Et on peut estimer leur territoire. Marina a dénombré une centaine de loutres sur la retenue. Ces mustélidés ont un appétit de géant. Une loutre géante, pour se nourrir, par jour, elle a besoin de trouver 4 kilos de poissons. Ici, elles n'ont pas de mal à se les procurer. La pêche est réglementée et surveillée, pas de pose de filet. La diversité a baissé, mais la biomasse de poissons est très importante et il n'y a pas de pêche professionnelle, ce qui est comparé au Brésil, qui n'est pas le cas. Et ça permet aux loutres géantes de se nourrir et de se reproduire. L'espèce vit en famille. Derrière, le jaguar et le puma, c'est l'un des plus dangereux prédateurs. Marina, grâce aux caméras automatiques, est aux premières loges pour les observer. Elle nous relate quelques images fortes. 2 jeunes loutrons qui sont dans la catiche et un jaguar qui essaye de manger les loutrons et la femelle les défend. Après, j'ai des sorties de petits loutrons par les parents, des images de soins, de câlins. C'est très complet et diversifié. En Guyane, l'espèce pourrait diminuer si la ressource halieutique venait à baisser à Petit-Saut avec la récupération des troncs d'arbres. Depuis le début des années 2000, la population de loutres géantes est estimée à environ 5000 vivant à l'état sauvage dans le monde. Faisons escale maintenant à Mooréa pour découvrir le projet Arataï. Associations et scientifiques se retrouvent dans le lagon pour débarrasser le récif corallien des algues invasives. Au programme, 4 heures d'arrachage minutieux à la main pour préserver la ressource. L'objectif est aussi de trouver des débouchés économiques à ce nuisible végétal. C'est la bonne idée d'outre-mer. Charlotte Mestre, Patrick Tsing. Elles sont visuellement peu engageantes, elles font mal aux doigts, elles empuantissent les plages lorsqu'elles s'échouent et le pire, c'est une espèce invasive qui trucide les coraux. Autant de raisons qui ont poussé Ernest à travailler avec les chercheurs pour venir à bout de cette algue maléfique, la Turbinaria ornata. Les coraux, ça c'est bien caché par ces algues-là. Si on le retire, même là maintenant, il y a des poissons qui sont revenus. À chaque fois qu'on nous retire, il y a des poissons qui remontent, manger ce qui y restait. C'est la 2e opération d'arrachage depuis le début du projet. Cette fois, bénévoles et scientifiques se concentrent sur une parcelle de 10 mètres par 10 mètres sur le récif de Haoumi. Pour bien arracher les algues, déjà on retire toute la partie de l'algue. Si en fait on la rejette à la mer, après elle peut juste aller se raccrocher à un autre endroit et recommencer sa vie. Si on laisse quelques racines, ensuite elles peuvent recommencer à pousser directement. L'arrachage des algues poursuit un double objectif, permettre de libérer le récif et faire revenir les poissons, mais aussi trouver des moyens de valoriser cette espèce invasive. Le projet inclut ainsi le lycée de Papetoaï pour en faire de l'engrais, mais d'autres débouchés sont possibles. Du coup, ce serait pour en faire des produits pharmaceutiques, éventuellement des composés de planches de surf. Et certains projets sont plus originaux et certaines personnes auraient pensé déjà à faire des costumes de danse, par exemple, avec ces turbinarias. Le projet Arataï est une étude globale et participative d'une lutte sans merci. Dans un contexte où on a des lagons qui sont de plus en plus enrichis en nutriments. Et un autre facteur qui participe à la prolifération des algues, c'est le fait qu'il y ait potentiellement moins d'herbivores qui viennent contrôler la poussée des algues. Donc on travaille sur ces 2 volets. Le projet vise aussi la mise en place d'une méthode de travail accessible à tous pour que les autres îles puissent lutter contre la turbinaria sans intervention des scientifiques.
Direction les paysages exceptionnels des grands lacs du Grand Sud de la Nouvelle-Calédonie. Il y a tout juste 10 ans, ils étaient inscrits à la Convention internationale Ramsar sur les zones humides, découverte au parc de la Rivière Bleue à Yaté, Kessiwe Choptaï, David Sigal et Gaël Djetcheveri. Ces promeneurs découvrent la plus grande zone humide de Nouvelle-Calédonie. 44 000 hectares, dont la moitié dans le parc provincial de la Rivière Bleue. Cet arbre-là, qui va avoir des racines souterraines, mais avec des petites racines qui vont ressortir sur l'eau. Vous voyez tout cela là? Peu de visiteurs connaissent la richesse écologique de ces zones humides. Je n'avais pas conscience d'une aussi grande superficie. Moi j'en ai entendu parler au Mont-Saint-Michel, la guide nous en a parlé tout à l'heure. Justement je fais cette découverte lors de cette journée. Il y a 10 ans, la zone humide des lacs du Grand Sud a obtenu le label Ramsar, au même titre que Saint-Michel, la lagune de Venise ou le lac Titicaca, une reconnaissance due principalement à un micro-endémisme exceptionnel. Voilà, donc le labo, qui est la pièce centrale après le terrain. C'est là où on fait les photos, la macro-photo des organismes vivants. Ces scientifiques étudient depuis un mois les escargots du parc provincial. On en est actuellement à plus de 600 espèces documentées. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus d'espèces inconnues que d'espèces connues. Et on pense qu'on est parti sur la Nouvelle-Calédonie pour avoir probablement de l'ordre de 1000 espèces. Avec son label, la province Sud s'engage à préserver et promouvoir cette zone humide du Caillou. Alors, pour marquer les 10 ans depuis son obtention, une journée porte ouverte a été organisée pour présenter la richesse du parc de la Rivière Bleue aux visiteurs. Et la joie des élèves de Robert Fréty à Petit-Bourg en Guadeloupe, ils ont eu ce privilège d'accueillir les mascottes des JO de Paris 2024. En tournée dans toute la France, elles sont arrivées en Guadeloupe le 30 avril. Frige olympique et Frige paralympique se sont aussi arrêtés en Martinique et en Guyane. Merci de votre attention. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com, lapremière.fr et les réseaux sociaux. Et on se quitte sur ces images de la Tour des Juges pour les épreuves de surf dans le lagon de Te Aupo à Tahiti. Ça y est, elle est terminée. L'information continue sur France 24. Vivez 2 heures au cœur de l'info avec Stéphanie Antoine. Faites un tour complet de l'actualité. Et dans le débat, écoutez les voix qui comptent sur les grands sujets internationaux. Pour être au cœur de l'info, rejoignez-moi du lundi au jeudi sur France 24. Guayaquil, 9 janvier 2024. Le monde entier découvre une prise d'otage en direct à la télévision. Ils m'ont mis un revolver sur la tempe. Chaos. Le chaos. Il voulait montrer le chaos. Un gouvernement débordé par la violence des pratiques mafieuses. Tu sais que nous sommes dans un conflit armé? Tu sais ce que ça veut dire? Nous sommes en guerre, ici, dans le pays. Que se passe-t-il réellement en Équateur? Enquête à Guayaquil, dans Reporter, à voir sur France 24 et france24.com.
je suis Laure Manin d'Actuel, l'émission de celles qui font changer le monde. Chaque semaine, découvrez nos reportages et interviews sur ces personnes qui font bouger les lignes d'une société encore largement dominée par les hommes. Retrouvez-moi dans Actuel sur France 24 et France24.com.